All had families, we all come back to see you. You hugged us all in turn, cocked your head and said we'd grown. Touched us with your hands that smelled like bread. Ella May, the Red Wings left today, passing in a long cloud of wings. Headed down your way, they'll be there in a couple of days. They'll sing that song you loved as they fly above your resting place by the pine. T'as débarqué le 12 décembre 2008, le jour de la mort de mon frère. C'est pour ça que je m'en souviens. L'idée, c'était de faire un film sur Lutz Schellhorn et sur sa vie de photographe et de Hells Angels. Pour les médias allemands, les bikers sont des criminels. Point barre. C'est l'image que tout le monde a en tête chez nous. Peut-être que je peux contribuer à changer un peu les choses. Tu gagnes ta vie comment? C'était comment déjà? La drogue, les armes, les putes? Comment je gagne ma vie? Depuis 10 ans? Ouais, bientôt 10 ans. Je travaille comme photographe. Dès le début, Lutz et les Hells Angels de Stuttgart nous accueillent à bras ouverts. Mais Lutz insiste sur un point. Il ne peut et ne veut parler que pour lui et son chapter, son chapitre, sa section. Pas pour l'ensemble des Hells Angels. Tu devras monter sur l'échelle. Je pensais qu'on aurait un vrai échafaudage. Sinon, j'aurais apporté une autre échelle. On a travaillé avec une meuleuse et sans lunettes de protection. Allons, fais pas ta chachotte. Normalement, on enfile des lunettes. Mais pas de capote, hein? Merde! Dirk? Oui. Apporte un marteau. Fais gaffe, c'est brûlant. Ça va? Tu viens voir ce que ça donne? Prends-nous en photo tous les deux. Ça rend bien. C'est tes nichons ou ton ventre qui bouge? Chez toi, ça bouge en bas et chez moi en haut. Les derniers guerriers, c'est un recueil de photos sur les Hells Angels allemands que je prépare avec ma fille. Je me suis aperçu que notre club était réduit à un insigne. Les gens, les membres ne sont pas visibles derrière l'insigne, derrière le club. Et j'ai voulu leur donner un visage.
Le chapitre de Stuttgart a été fondé en 1981, entre autres par moi. C'est le plus vieux chapitre d'Allemagne. Ça fait longtemps qu'on est ensemble. Certains sont là depuis le début. Ils vivent avec nous depuis 32 ans. Ce sont des gens normaux qui se regroupent parce qu'ils ont un centre d'intérêt commun. La moto. Ciao, merci. Bon week-end. Merci, ça va être super. J'ai hâte. Et Lutz, tu viens plus? À Loser Place? Si, putain, c'était génial. On passait la moitié du temps à bouffer. J'ai entendu parler de Lutz à l'époque où je roulais encore en mobilette. Il avait appelé à manifester contre la loi sur le port du casque. Il était déjà très actif politiquement, alors que nous, on n'en avait rien à foutre. Trop politique pour nous. Boire, baiser, rouler en moto, c'était tout ce qui nous intéressait. Mais lui, il voyait déjà plus loin. La parole d'un membre ancien et expérimenté, ça compte. Un président, c'est quelqu'un qui est capable de parler pour les gens, mais aussi de leur parler. Et Lutz a ce talent, c'est clair. Il y en a beaucoup qui prennent exemple sur lui. Pour moi, le club, c'est une famille. Il repose sur les mêmes bases que les grandes familles d'autrefois, où on planifiait tout ensemble. On faisait tout ensemble. Où on pouvait compter les uns sur les autres. Suzy! Allez, salut! Salut! Vous avez pas de moto? Je suis chargé de la délinquance juvénile à Stuttgart. Mais nous nous intéressons aussi aux sous-cultures, comme les punks, les gangs de rue. Les bikers forment une sous-culture, d'où notre travail de terrain avec les Hells Angels. La liberté, l'aventure, le cow-boy Marlboro, tout ça, ce sont des idéaux. Les bikers qui foncent les cheveux au vent sur la route 66, Peter Fonda et Dennis Hopper sur leur Harley aux couleurs du drapeau américain, c'est une très très belle image. Mais à mon avis, ça ne correspond que très peu à la réalité. Ça n'a vraiment rien à voir. Les Hells Angels se battent contre les bandidos et d'autres bandes de motards en Amérique, en Suède, en Norvège, au Danemark. Il leur arrive même d'utiliser des bazookas. En Allemagne aussi, il y a de nombreux affrontements, en particulier avec d'autres gangs de bikers. Et ça, ni la société ni la police ne peuvent le tolérer. C'est comme ça. Je pense que Schellhorn souhaite réellement calmer le jeu et qu'il agit généralement en ce sens, du moins depuis ces dernières années. Mais il n'est pas le club. Beaucoup de membres ne sont pas comme lui. Sacré garage, hein? À l'origine, il était conçu pour une coccinelle.
Une voiture standard ne franchit pas la porte. Il n'y a qu'une coccinelle qui rentre. Mais 2 motos, ça passe. T'as pas peur qu'on te la vole? Mais non, il y a une alarme. Et puis on habite dans un bon quartier. Pourquoi tu mets le moteur en marche? Parce qu'autrement, j'ai moins de batterie. J'y crois pas, les femmes. Où t'as appris à conduire? Laisse-moi. Suffit de mettre le contact. Si je mets le contact, j'ai moins de batterie. Tu me prends pour une idiote? Ça ira pas plus vite avec le moteur. Et c'est mon essence. Il se croit toujours plus malin que les autres. J'ai même plus envie de partir. Mon père raconte toujours cette anecdote. Un jour, il m'a emmené à l'école en moto. J'étais en CE1, je crois. Et la police est venue nous cueillir, devant l'école. Tout le monde était encore dehors. Quand je traverse la ville avec mon père, les gens nous regardent comme si c'était un grand criminel, un proxénète ou un dealer. C'est moche, franchement. Mais quoi qu'il arrive, je suis de son côté, parce que je sais que tout ça n'est pas vrai. Vous pouvez pas vous tirer maintenant? Que je sois au calme? J'ai pas grandi avec des macros ou des trafiquants d'armes, comme disent les médias. Non. J'ai eu une enfance tout à fait normale. C'est sûr, j'ai pas eu une éducation bourgeoise. Chez nous, c'était plutôt cool. J'ai été protégé comme dans n'importe quelle autre famille. Peut-être même plus. Mais on a d'autres valeurs. À savoir être toujours honnête, faire attention à la famille. Être correct, quoi. Et pas de bêtises, hein? Mon père avait un oncle près de Stuttgart. Il était directeur aux impôts. On y allait tous les dimanches pour boire le café, se balader, enfin le topo habituel. Il avait de gros catalogues avec quelques pages sur les mobylettes, les scooters et les motos. Alors je m'allongeais par terre et je feuilletais les catalogues. Pendant des heures, je regardais les pages sur les motos. Ça me fascinait à un point. À Stammheim, il y avait un cinéma qui passait souvent des films de bikers. À l'époque, c'était déjà bourré de clichés. Les démons de la violence, par exemple. En le voyant, je me suis dit, c'est ça ce que je veux, ça et rien d'autre. Ce sera ça mon univers. Donc j'ai pris cette décision, sans savoir où ça mènerait, si c'était accessible ou pas. Je voulais être comme ces gars. Pour son recueil de photos, Lutz se rend dans les clubs de Hells Angels à travers l'Allemagne. Il m'ouvre les portes d'un monde auquel nous n'aurions pas eu accès autrement. Maintenant, avance de 400 mètres. Ne sors pas du cadre. Ah, ce que c'est chiant ce vent. Regarde, Bobby, ça fait un beau contraste. On laisse comme ça? Ok. Ici, on aura le tatouage des Hells Angels et là-bas, les rideaux, entre guillemets, bourgeois. On est des bikers bourgeois, on l'a toujours dit. On prend un peu moins le ciel et ça fera un beau panorama. On met nos motos là? Oui, là où la Mercedes est garée. Ok. Et nous, on se place tous là? Non, ici. Ça marche. Si on pouvait encore retourner la pompe à essence, Ouais, ça pose pas de problème. comme ça, il y en a un qui se place à droite et le reste à gauche. Normalement, ici, je tiens un resto.
On en a deux autres, un dans le centre et un autre dans le village voisin. C'est là d'où on vient, où on est allé à l'école et où on s'est connus il y a 35 ans. Ceux qui n'étaient pas dans le premier club des Hells Angels faisaient partie d'autres clubs de moto. Et on les connaît depuis 25 ans. Ça ne pose pas de problème qu'il y ait plusieurs clubs dans une ville. On va dire que ça va, ouais. Voilà. Tourne le guidon. On portait déjà des blousons avec des insignes alors qu'on roulait encore à vélo. On installait un guidon spécial dessus. À l'arrière, on mettait une antenne avec une queue de renard et on se prenait pour des bikers. On se disait merde, quand on sera adulte, tout ça sera fini. Mais ça continue, parce qu'au fond, on vit comme des ados et on s'éclate. Vous êtes prêts? Ok. Bougez pas. Un peu plus relax. Voilà, un peu plus près de la pompe à essence. Où il y en a deux qui peuvent se tenir comme ça. Un peu plus cool. Maintenant, regardez-moi tous. Dans notre club, à Hof, on fait vraiment attention à ne pas laisser entrer des petits délinquants ou des voyous. On n'en veut pas. Et surtout, je pense que les Hells Angels sont les seuls qui sélectionnent encore sérieusement leurs membres. Ça ne veut pas dire qu'ils doivent faire des trucs hors la loi. Simplement, on vérifie que leurs valeurs correspondent aux nôtres. Merci. Maintenant, faut pas que le labo se plante ou que la péloche soit naze. Toi aussi, t'as une bécane de papy. J'ai 43 piges. Je peux. Moi, j'ai quand même attendu d'en avoir 50. Now the railroad came generations ago, and the town grew up as the crops did grow, and the crops grew well, and the town did too. They say it's dying now, and there ain't a thing we can do. I don't have to read the news or hear it on the radio. I see it in the faces of everyone I know. The cost goes up, what we make comes down. What's gonna happen to our little town? Avant, on cherchait la liberté. On voulait fuir la société, se rebeller, être libre. Être libre, c'était prendre sa bécane quand on voulait, pour aller où on voulait, et s'arrêter où on voulait. Et tout ça sans casque. On travaillait juste ce qu'il fallait pour se payer notre moto, nos virées, nos délires. Le lundi matin, s'il faisait beau, on n'allait pas bosser. On prolongeait un peu le week-end. J'étais routier. C'était une autre époque. Si tu te faisais virer ou que tu quittais ton job, un transporteur te reprenait tout de suite en te déroulant le tapis rouge. Il y avait du boulot à l'appel. Aujourd'hui, c'est plus pareil. Dans le club, on essaie toujours d'être le plus libre possible. Mais pour le moment, la liberté, il faut oublier. Notre armurerie. Notre tableau de chasse. Tous ces objets ont été utilisés lors de délits. La plupart ont été saisis chez les suspects.
Et parmi ces objets, combien en avez-vous trouvé dans le milieu des bikers? Dans cette pièce, sûrement très peu. À Stuttgart, il y a relativement peu de procédures pénales contre des bikers. La dernière affaire importante, qui implique des membres de ce milieu, remonte à 2-3 mois. Mais en fait, ils n'avaient pas d'armes. C'était bien des Hells Angels, mais aucun d'eux n'était armé. Donc même avec la meilleure volonté du monde, on n'aurait pas pu faire de saisie. Je crois qu'il y en avait un qui avait un extincteur dans la main et un autre un tabouret de bar. Mais ça n'aurait pas eu beaucoup de sens de les accrocher au mur. Si en Allemagne les gens ont ces images dans la tête, c'est pas parce que les Hells Angels sont systématiquement armés. C'est juste qu'on leur suggère sans arrêt. C'est ce qu'on leur raconte en permanence. Moi-même, je suis armé. C'est ça le problème aujourd'hui. Un couteau tombe sous le coup de la loi sur la détention d'armes. Ici, j'ai retiré le bitonio pour ouvrir le couteau d'une seule main. Mais s'il y était toujours, je commettrais un délit. J'enfreindrais la loi. Faut dire que maintenant, tout est interdit. T'as même plus le droit de porter un couteau. Et si tu te fais prendre avec, t'es poursuivi pour détention d'armes. On insinue aux gens que tous les Hells Angels sont armés. Pour moi, une arme, c'est une arme à feu. C'était comme ça avant. Un couteau, ça n'a jamais été une arme. Dans ma cuisine, il y a une dizaine de couteaux de cette taille. Ces objets ne sont pas des armes au sens propre. Ils n'en ont pas les caractéristiques. Mais ils peuvent blesser grièvement une personne. Ça vaut pour ces matraques, comme pour ces couteaux, qui ne nécessitent pas un permis. Je me demande parfois si on ne se voile pas la face, ou si on ne minimise pas la dangerosité de certains objets, qui peuvent provoquer des lésions mortelles, pour peu qu'ils soient utilisés à mauvais escient. J'aimerais savoir pourquoi en Allemagne, les bikers ont la réputation d'être extrêmement violents. À Berlin, où je vis, la direction de la police judiciaire organise une conférence publique sur les dangers de la criminalité dans ce milieu. On ne cherche surtout pas à criminaliser les bikers ou à les discriminer publiquement. Ce n'est pas notre intention. Mais il faut reconnaître que certains membres de clubs de moto commettent des délits à répétition. En fait, au cours des 7 dernières années, nous avons enregistré plus de 1500 délits dans notre ville. Et je ne parle que des délits graves. Blesser sévèrement une personne, lui fracasser le visage, lui couper les jambes jusqu'aux os ou les lui trancher à la hache, lui planter un couteau dans le ventre, dans les poumons ou dans la rate. Ce sont des actes proprement inhumains. Et qu'on les commette pour soutirer de l'argent ou défendre son territoire, c'est tout simplement inacceptable. Ça me fait pas franchement plaisir de savoir qu'aujourd'hui, dans le milieu des bikers, il y a des types qui attaquent d'autres personnes avec des machettes ou je sais pas quel engin à la con. Dans le temps, on se battait avec ses poings. Mais même il y a 40 ou 50 ans, il arrivait qu'on utilise des battes de baseball. Donc tout ça n'est pas nouveau. Je me souviens très bien de l'époque où je n'étais pas encore chez les Hells Angels. J'avais 18 ans. Avec mon premier club, je participais à de grands rassemblements. À Mannheim, les motards organisaient des camps géants. Il y avait les Bones, les Gremium, les Cavemen et tous les anciens clubs. Et parfois ça dégénérait, ça virait à la bagarre générale. Certains portaient des bandeaux blancs sur le front pour se reconnaître dans la mêlée. Tout ça existait déjà il y a 40 ans. C'est pas nouveau. C'est dommage que ça arrive.
Qu'il y ait des individus isolés qui se comportent comme ça. Mais c'est pas propre aux bikers. Ah bon? Non, pas du tout. Est-ce que je me trimballe avec une machette? Je peux te filer les clés de ma voiture pour que tu regardes à l'intérieur. Non, c'est pas propre aux bikers. J'ai découvert l'existence de Lutz dans un article de journal. Il y parlait d'un projet photo qu'il avait réalisé sur la déportation des Juifs de Stuttgart. Ici, les voies ferrées sont restées plus ou moins dans le même état qu'à l'époque du Troisième Reich, quand environ 2500 personnes ont été déportées. J'ai photographié ce site pendant 12 à 15 mois, pendant 4 saisons en fait. On a creusé des trous et enfoui des diapos à l'intérieur pour voir ce que la Terre, qui a vu et vécu tous ces événements, allait graver symboliquement sur le celluloïd. On a obtenu des résultats différents selon l'emplacement des diapos. Vous voyez des chiffres tout en bas. À l'époque, les hommes étaient réduits à des numéros, parce qu'on leur prenait jusqu'à leur identité. Donc, sous les photos, on a inscrit des chiffres de façon arbitraire. Le visiteur peut maintenant se demander qui était le déporté avec le numéro 1666, ou simplement essayer de donner un nom ou un visage à ce numéro. Bon, je vous dis au revoir, je commence par vous. Au revoir. Ciao. Au revoir. Parmi la masse de reportages qui présentent les Hells Angels comme des brutes sans foi ni loi, les articles du journaliste Kuno Cruz retiennent particulièrement mon attention, car ils embrossent un portrait différent, plus humain. J'y suis allé en tant que reporter, en essayant d'être le plus objectif possible et de réprimer mes peurs. Je voulais me contenter de les observer. Voilà quelle a été mon approche. Ça a été une découverte, comme si j'observais un peuple étranger. Tous les articles sur les Hells Angels comportent un bloc de texte copié-collé. Il y est question d'êtres humains, de trafic de stupéfiants, sans donner aucune référence ni apporter la moindre preuve. Ce sont des représentations omniprésentes et ancrées dans la tête des gens. Alors forcément, quand on dit qu'on voit les choses autrement, que ces observations ne collent pas avec tout ça, on se retrouve un peu dans une position isolée. Entrez. Kuno. Salut. Ça fait longtemps. Ça va? Oui. Qu'est-ce que tu prends? Un café. Un café? Un café et un verre d'eau. Quel genre de personnes discutent avec toi? Les journalistes? Oui. Il y en a assez peu. C'est ça le problème. Et quand tu essaies de les contacter, comment réagissent-ils? Quand tu les appelles? Il y a par exemple une interview dans le dernier numéro de Biker News. Je l'ai envoyé au ministère fédéral de l'Intérieur, à tous les ministères régionaux de l'Intérieur, à tous les groupes des parlements régionaux du pays, à Amnesty International, etc. Tu as eu un retour? Non. On en a parlé? Dans le milieu des bikers, oui. Et autrement? Non, rien du tout. Cette peur à votre égard est on ne peut plus manifeste.
Tous mes confrères se demandent quel genre d'individu vous êtes. Ils pensent que vous êtes des criminels. C'est une idée généralement admise. Vous devez arriver à communiquer avec les journalistes pour combattre ce préjugé très répandu dans l'opinion. Si tu dis que la réalité est différente de celle que les gens connaissent, personne ne te croit. Quand je décris un groupe de personnes, je dois les présenter et pas affirmer d'emblée que ce sont tous des criminels sans même les avoir observés. Ce n'est pas possible. J'estime qu'il faut prendre en compte leurs motivations, leur point de vue, ainsi que leurs actes, bien sûr. Presque toutes les semaines, je lis des articles sur les violences commises par les Hells Angels. Et lorsque l'un d'eux abat un policier d'une balle, l'indignation générale monte d'un cran. Lutz se dit tout de suite prêt à organiser une rencontre avec l'homme qui a tiré. Le plus simple serait que tu essaies d'expliquer ce qui s'est passé cette nuit-là. Enfin, ce matin-là. Le matin du 17 mars, vers 6h moins le quart, j'ai été réveillé. Je sais aujourd'hui que c'était la brigade d'intervention spéciale, mais ce matin-là, je ne m'attendais pas du tout à voir débarquer la police. D'abord, ils ont tenté d'ouvrir la porte avec un appareil spécial. On s'est réveillé. J'ai allumé la lumière dans la maison. Et comme ça n'allait pas assez vite, ils ont essayé d'enfoncer la porte. Je n'étais rentré chez moi que depuis 3 heures. La police le savait. Elle m'avait pris en filature. Je pensais que c'était une attaque d'un autre club de moto. Après avoir appelé et allumé la lumière, j'ai vu que la porte ne tenait plus qu'à 1 centimètre en haut, dans l'encadrement. Alors j'ai tiré 2 fois. Comme je l'ai appris plus tard, la première balle est passée à côté et la deuxième a malheureusement touché le policier. Il s'appelle Kali. Ouais. Il a tiré à travers la porte parce qu'il a entendu quelque chose. Non, parce qu'on forçait sa porte. Oui. C'est pas pareil. On forçait la porte? Oui, ils étaient en train de forcer la porte. La serrure. Il forçait la serrure. Il la forçait ou il la trifouillait, je sais pas. J'y étais pas. Et il a tiré à travers la porte. Il a crié « Qui est-ce ? Dites qui vous êtes ?» Il n'y a pas eu de réaction. Ils ont continué à tripatouiller la serrure. Alors il a tiré. On l'accuse d'avoir tiré sans savoir si c'était un policier ou un bandido. Lui s'est justifié en disant qu'il craignait que ce soit des bandidos. Donc il était conscient qu'il y avait un homme derrière la porte. Ouais. Et il a tiré malgré tout. Ouais. Enfin... Je sais pas comment moi je réagirais. Si je venais de me réveiller et que j'avais une montée d'adrénaline ou que j'avais peur pour ma peau, j'ignore comment je réagirais. Je peux pas le dire. Je peux juste faire des suppositions. Je peux pas affirmer, moi j'aurais d'abord tiré au plafond ou au-dessus de la porte ou je ne sais quoi. Ce sont des hypothèses. On peut rien prédire à l'avance. Ils ont dit que j'étais un excellent tireur et que j'ai fait exprès de viser la tête. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Non. Ils ont dit que j'ai visé la tête à travers la porte. Donc j'ai été inculpé pour meurtre. Il s'est agenouillé et il a essayé d'ouvrir la porte par le bas avec une barre en métal. Il est arrivé à mi-hauteur et comme la police a dit, il était sur le point de se relever. Oui. Et c'est là que le coup fatal est parti. Pourquoi avez-vous des armes? J'étais tireur sportif. Bien sûr que j'ai tiré, je l'ai dit tout de suite. Mais comment on en est arrivé à cette folie? Il y avait 1000 manières d'arrêter l'opération.
Normalement, les missions de la brigade d'intervention spéciale ne se passent pas comme ça. Ils défoncent la porte, ils la font sauter. Ou alors, ils disent qui ils sont. Surtout quand l'un d'eux trifouille la serrure de ta porte et que tu cries « Qui est-ce? Identifie-toi. Dis qui tu es ou je tire. » Il aurait dû ouvrir sa gueule. Dans ce genre d'affrontement violent, chaque mort est un mort de trop. On veut minimiser les risques. Donc on fait appel à des unités spéciales pour les missions comme celle-ci. De même, quand on recherche des criminels armés, on a recours à des unités spéciales. On ne s'expose pas inutilement au danger. Dans tout le pays, il existe des groupes d'intervention spéciales qui sont formés pour ça. J'ai été condamné pour homicide volontaire. Dans le procès-verbal, il est écrit que j'aurais dû tirer un coup de semonce dans le couloir. Bien sûr, la Cour de cassation a vu les choses autrement. Elle a estimé que c'était un cas de légitime défense putative. Il y avait un vrai danger. Je ne savais pas du tout ce qui m'attendait. Donc ils ont dit qu'en cas de légitime défense putative, il était normal que je tire. Cette histoire avec Kali a été une cata totale. Ça n'a vraiment fait plaisir à personne. D'ailleurs, aucun de nous n'a sauté de joie quand il a été acquitté. Bien sûr, on était content pour Kali. Mais on n'a pas crié victoire. Ils ont dit qu'on avait fait péter les champagnes. Ils ont raconté un tas de conneries. Mais cet incident n'a réjoui personne. Personne. Que feriez-vous si vous vous retrouviez devant la famille de la victime? D'abord, j'essaierai sans doute de leur expliquer que je ne suis pas l'homme qu'on a présenté. Bien sûr, je comprendrais que le père m'en colle une. Je l'accepterais. Mais ce serait une explication entre la famille et moi. Peut-être qu'un jour, il sera possible de surmonter tout ça. Je ne sais pas comment les parents ou les amis l'ont vécu. Je ne sais rien sur le policier qui est mort. Rien. Ce serait une possibilité. Mais malheureusement, on ne me l'a pas vraiment proposé. Et je crois... Ça vous ôterait un poids? Oui. Oui, simplement pouvoir parler. Mais je pense que la police ne le souhaite pas. On a discuté de l'erreur de l'unité de police. Mais il y a un point qui pose problème et qui a été clarifié uniquement par la jurisprudence. C'est qu'il a tiré à travers la porte. Là, on se situe sur le plan moral. Juridiquement, le tribunal a peut-être eu raison de prendre cette décision au vu des circonstances. Mais d'un point de vue moral, c'est terrible de tirer à travers une porte sans savoir qui peut mourir derrière. Faut enlever ces trucs, les feux arrière et la plaque d'immatriculation. Tu freines tout le temps à fond? Eh, à son âge, t'étais pas beaucoup mieux, alors lui fais pas la morale. J'aurais pu changer le pneu tout de suite. Arrête, le vieux. Quoi, le vieux? Excuse-moi. Le senior. Tu l'as remis? Fais-le toi-même. J'ai pas envie de casser un truc. Après, je pourrais plus rouler. C'est un peu de traviole, je trouve. Ah, je sais bien. Alors retape-le et remets-le. Je vais m'en griller une. Où as-tu appris à... Bricoler? Oui. J'ai commencé avec mon vélo. Que disaient tes parents de ta passion pour la moto? Ben, ma mère n'a jamais été trop emballée. Elle avait peur pour son gamin, mais elle m'a jamais pris la tête. Mes parents m'ont toujours laissé faire ce que je voulais. Papa! Quoi? Qu'est-ce que tu fais?
Je fais une pause. Je voudrais bien rouler, moi. Et lui, il donne une interview. Le fiston, lui, il sait pas bricoler. Ça l'a jamais intéressé. Il a fait un stage de 3 jours, mais c'était pas son truc. Il préfère peindre et dessiner. Mais maintenant qu'il a une moto, j'espère bien qu'il va s'y mettre. Je vais pas réparer ses motos toute ma vie. À 5 ans, je me demandais pas encore si j'allais devenir un Hells Angel ou pas. J'ai baigné dedans et je dirais que ça a toujours trotté dans ma tête, que j'en ai toujours rêvé. Ça ne veut pas dire que je marche sur les traces de mon père. Si dans les 20 prochaines années je fais la moitié de ce qu'il a fait, je m'estimerai heureux. Tu leur dis qu'on va reprendre la route. Qu'ils fassent un peu gaffe au feu rouge et tout ça. Parce que là-bas, c'est direction la police judiciaire. Ils vont nous suivre, c'est sûr. Ouais. Pour son album, Lutz prend en photo 2 chapitres de Berlin. Les Hells Angels de la capitale sont impliqués dans de graves délits et de violents affrontements dans le milieu des bikers. Bon, allez, un petit sourire. Vous pouvez? Le jeune y arrive, pas le vieux. Détends-toi un peu. Bah, je viens de sourire. Un petit effort. Impec. La dernière photo. Super. Pas facile la mise au point. Je suis au point. Quoi? Moi, je suis au point. Plus souriant, c'est possible? Pas vraiment, hein. Pas évident. Il dit toujours qu'on pose. Imagine que tu as une terrasse de café et qu'il y a 50 filles. Merci. C'est difficile avec ce format. Excuse-moi si je suis comme ça. Hein. On coupera un peu après. Dans mon cas, vaudrait mieux agrandir. C'est une belle photo. Pas dégueu. Pas dégueu? C'est toujours mieux que merdique. Ouais. Le détecteur de fumée se déclenche pas? Non, c'est de la vapeur. Je peux la prendre à l'hôtel? Bien sûr. J'ai une chambre non-fumeur. T'as une chambre non-fumeur? Beurre. Tu peux même choisir l'arôme. C'est bon. Dans l'avion. Oui, c'est de la vapeur. Pas de problème. On peut enfin reprendre le train. C'est juste pour les situations spéciales. Le train, l'avion, la garde à vue. En garde à vue, on te la prend. Ce sont les salles d'interrogatoire? Absolument. Il n'y a que 3 étages qui se visitent. Les autres sont fermés pour travaux. Mais toutes les cellules et les salles d'interrogatoire se ressemblent. Elles ont été aménagées de la même manière
Il y avait une table à laquelle l'officier de la Stasi était assis et devant une plus grande table à laquelle le détenu était installé. Même traitement pour tous ceux qui travaillaient là? Oui, un mauvais traitement. Personne n'avait de fauteuil de chef. Non, non. Vu comme ça, le communisme a du bon. Tout à fait. Suzy, prends une photo. Mais on restait pas longtemps ici. Quelques semaines. En moyenne, 6 mois. 6 mois? Oui. Certains restaient 2 ans, d'autres seulement 2 semaines. Ça dépendait, mais en moyenne, il restait 6 mois, même si c'était de la détention provisoire. Ouais. Aujourd'hui encore, la détention provisoire limitée à 6 mois. Après, ils doivent te relâcher ou te mettre en examen. Exact. Ou prolongé. Je suis resté 1 an en détention provisoire sans mise en examen. Ils m'ont relâché qu'à la fin du procès. C'était pas franchement légal non plus. Ils ont appris ça de la Stasi. Ouais. Un matin, les garçons ont été arrêtés. Pour la première fois, mon mari a une panne d'oreiller. Ça n'était jamais arrivé. Le jour même où la police est venue, ils ont arrêté Frank, tout nu, et Lutz à Stuttgart et tous leurs amis. Ils ont embarqué tout le monde, les femmes et les enfants, même les tout-petits, tout le monde. Même le chien. Frank avait un chien, un petit caniche. Ils l'ont emmené aussi. Moi, je travaillais dans un grand magasin et ils sont venus me chercher. Je ne savais pas comment j'allais pouvoir retourner au travail. Je n'osais plus y aller parce que mon patron était au courant. Toi et ta boutique. Puis un bon ami m'a appelé. Relève ta tête. Tu n'as rien à te reprocher. Alors va travailler. Et c'est ce que j'ai fait. Au départ, j'étais accusé d'association de malfaiteurs, d'incitation à la prostitution et de proxénétisme. Puis, le second mandat d'arrêt est tombé, pour viol. C'était terrible, parce que pour moi, le viol, c'est pire que tout. Vraiment pire que tout. Quelque chose que rien ne peut justifier. La première fois que j'ai rendu visite à Lutz, je lui ai demandé « Bon alors, dis-moi la vérité, que je sache comment me battre. » Et il m'a répondu « Maman, il n'y a rien de vrai là-dedans. Je n'ai rien fait, je n'ai commis aucun crime. » Alors j'ai su à quoi m'en tenir. Puis Lutz a épousé Liane à Ulm. On a célébré le mariage en prison. Il faut imaginer ce que c'est que d'être en prison quand on n'a rien fait. Pourquoi? Après 1 an de détention provisoire, mon procès a commencé et il a duré 15 mois. En 15 mois, j'ai comparu 2 fois par semaine. Ça a été le plus long procès à Stuttgart après celui de la fraction Armée Rouge. Et au final, j'ai été acquitté. Purement et simplement. J'ai obtenu 3650 marks de dommages et intérêts. J'en avais eu pour 80 000 marks de frais d'avocat. Je n'avais plus de logement ni de meubles. Le club m'a aidé à me reconstruire. Quand on est passé par là, ça laisse des traces. C'est plus de la rigolade. C'est terrifiant de voir comment on joue avec la liberté d'autrui. Terrifiant. Les Hells Angels de Berlin se sentent discriminés par la police. Nous les accompagnons lors d'une sortie au centre-ville.
Ils sont suivis par plusieurs voitures de police banalisées. Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qui va se passer? On va bien voir. Au mieux, on récupère nos papiers tout de suite. Ils les ont pris. Ils ont pris tous nos papiers. Au pire, il faudra lever les bras et ils nous fouilleront de la tête aux pieds. Ils cherchent des armes, enfin tout ce qui est possible et imaginable. Mais les chances qu'ils trouvent quelque chose sont presque toujours nulles. Et ça arrive souvent? Presque tous les jours. Parfois 2 fois par jour, parfois pas du tout. En gros, tous les jours. On peut dire ça, ouais. En général, ils font ça à titre préventif. Parfois, c'est juste un contrôle routier. Dans ce cas, ils ne peuvent pas nous fouiller. Mais ça arrive très rarement. Jusqu'ici, c'est un contrôle de routine. Il note qui est avec nous, qui fait partie du club, qui n'en fait plus partie, qui est candidat, quelle moto on conduit, quelle voiture on a, où on habite, blablabla. Tout ça est fait sur place. Ensuite, c'est envoyé au cul de plomb de la direction de la police judiciaire, à Europol, Interpol et ainsi de suite. Résultat, quand je vais à l'aéroport, même en ayant obtenu un visa pour les États-Unis, ou plus tard quand je suis installé dans l'avion, ils me font ressortir. Je suis fiché comme membre des Hells Angels et donc, pour le moment, il m'est interdit d'entrer sur le sol américain. Je veux pas monter dans votre camionnette. Si je suis arrêté, alors une voiture de flic pourra m'emmener. Mais fouillez-moi dehors, pas là-dedans. Je veux pas monter là-dedans. Pourquoi? Pourquoi je devrais? Pourquoi pas? On m'a toujours fouillé dehors. Oui, mais aujourd'hui, ça se passe dans le véhicule. Et pourquoi? Eh ben... C'est pas pour vous embêter. Je sais, mais si je vous fouille, vous avez des droits. Justement. Si je vous fouille, je ne tiens pas à ce que toute la rue nous voie. Ils m'ont tous déjà vu me faire fouiller au moins 10 fois. Ça changera rien. Je ne veux pas monter. Je demande rien d'autre. Vous pouvez me fouiller, même si je suis pas d'accord, je sais que j'ai pas le choix. Oui. Mais je ne veux pas être fouillé là-dedans, c'est tout. Alors suivez-moi. Merci. Venez, on va vous fouiller. Restez calme. Mais je suis calme. Restez tranquille. J'ai déjà essayé de vous expliquer qu'on préférait faire ça au calme. Mais c'est vous qui décidez, on s'adapte. Ouais. On doit faire notre travail. Bah vas-y. C'est tout sauf tranquille, là. Pour l'instant, ça l'est. Il va rien se passer, vous le savez. Pas besoin de nous tenir comme ça. Tant mieux. Vous savez que c'est juste une mesure de sécurité. Mais il va rien se passer. Sincèrement, je vous crois. Mais il faut voir que le danger potentiel est relativement important. C'est pourquoi... Comment ça, important? Le danger potentiel? Oui. Dans le passé, il y a souvent eu des affrontements. Non, je parle de mon client. Porte-t-il une arme ou est-il dangereux? C'est justement ce qu'on vérifie. Vous parlez d'un danger potentiel, alors que vous vérifiez d'abord s'il y en a un. On fait notre travail. Si vous avez des questions, adressez-vous à notre supérieur. Si on est aussi agressif que ça, qu'on passe notre temps à tuer, à faire du chantage et tout le tintouin, je me demande bien pourquoi on est tous en liberté et pas en tôle. Pourquoi ils ne nous ont pas enfermés? Qu'ils le fassent. Depuis 6 ans, ça devient vraiment pénible. Pourtant, on est presque tous dehors. Pourquoi, hein? Tout ça, c'est de la pure spéculation. S'ils ont quelque chose contre moi, qu'ils m'arrêtent. C'est que visiblement, j'ai fait une connerie, point barre. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est pas vrai. Si j'étais un gros criminel, je devrais être hyper intelligent pour passer à travers les mailles du filet depuis toutes ces années. Qui en serait capable?
Je suis vraiment heureux qu'il y ait des membres qui commencent à dire « Monsieur Finger, ça va trop loin. On ne marche plus. » Donc, encore une fois, je vous propose, si vous me permettez l'expression, une porte de sortie. Rompez avec les activités criminelles de votre bande. Et je vous le dis, au vu du degré de violence que ces groupes ont atteint, vous aurez une chance de sauver votre peau. Je vous le dis très clairement. Salut. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites? On nettoie nos bécanes. On fait un tour. Un tour. Et vous? La base d'un tatouage. Tôt ou tard, ils interdiront l'alcool. Déjà qu'ils commencent à interdire la clope. En Islande, le tabac n'est plus vendu que sur prescription. Sérieux? Si on en arrive là. En Nouvelle-Zélande? C'est en Nouvelle-Zélande? Je crois que oui. Enfin, un nouveau pays. Ils veulent interdire totalement la cigarette d'ici 2015 ou 2025, je sais plus trop. Totalement. Fini. Bientôt, on fabriquera de l'alcool dans nos caves. On pourra enfin dire que ce sont les Hells Angels qui font du trafic d'alcool, de cigarettes. Ce sera un nouveau créneau. J'y vais, il fait une chaleur à crever. Quelqu'un qui joue le bad boy n'est pas forcément un boss de la mafia. Quelqu'un qui dit « j'en ai rien à foutre de vos putains de lois et de votre état de merde » n'est pas forcément un terroriste. On n'est pas une organisation politique, on n'a pas d'adversaire politique. Si l'État nous voit comme une menace, c'est qu'il n'a rien compris. On a grandi ici, on vit ici, on fait partie de la société. Beaucoup de gens voudraient peut-être qu'on parle moins de nous, mais c'est comme ça. Il faudra bien qu'ils s'y fassent. On n'est pas un phénomène qui a débarqué dans la rue il y a 2 ou 3 ans. On existe depuis des dizaines d'années et on ne disparaîtra pas de la circulation. C'est vraiment génial. Géant, hein? Super. L'œil là, c'est parfait. Quand t'imprimes, je me fiche de ce qu'il y a derrière. Tant qu'on voit le message. Oui. Sur le casque, il est écrit « No risk, no fun ». Ok. Je peux utiliser le compte-fil? Franck. Purée. Quand j'y pense, on a eu notre premier mort, Charles, en 2000. Entre 73 et 2000, aucun Angel n'est mort en Allemagne. Et depuis 2000, 2, 4, 6, 7, 21 frères sont morts. Maladie, accident. Günther, c'était un accident de moto.
Robert s'est pris une balle. Je prends un air gentil ou méchant? Comment êtes-vous normalement? Super méchant, mec. Essayez d'avoir l'air sympa et avenant. On n'a pas envie. Pourquoi? Parce que... On a l'air de type sympa. Au bar, vous feriez un meilleur chiffre d'affaires s'il y avait plus de monde. Non. Mauvais calcul. Jack et toi, vous vous considérez comme des rockers? Jack le dit très bien. Il n'est pas un rocker ou un biker, mais un Hells Angel. Moi, je ne suis pas encore un Hells Angel, donc je ne peux pas le dire. Mais c'est quoi un rocker? Normalement, c'est quelqu'un qui écoute de la musique rock. Voilà la définition d'un rocker. Pour le grand public en Allemagne, un rocker, c'est un type qui a un gros ventre et une longue barbe, qui roule en Harley et qui porte un blouson en cuir. C'est ça un rocker pour les Allemands. Moi aussi, je roule en Harley, j'ai un petit ventre et je porte un blouson en cuir. Disons que je suis un novice chez les Hells Angels. Mais en tant que Hells Angel, es-tu confronté à la violence? Écoute, quand deux mâles dominants se croisent, c'est comme dans la nature. Il y a forcément un peu de grabuge. Tu dois être prêt à tout. C'est pas un club de pêche ou je sais pas quoi. C'est un peu plus dur que de faire partie d'une chorale de gospel, c'est clair. Qui a mon Red Bull? Qu'il y ait une répression de l'État, mon fils s'en est rendu compte par lui-même depuis longtemps. À l'époque, c'était moins fort qu'aujourd'hui, mais il en est conscient. Il est parfaitement au courant. Il a choisi de rejoindre le club et de dire « je m'en fous, j'y vais quand même. C'est important pour moi, je fais avec. Peut-être même que je vais me battre. » Les 2 chapitres de Francfort-sur-le-Main sont interdits. Mais les Hells Angels font appel de la décision. Lutz nous met en relation avec leur avocat, Michel Cartal. Avec lui, nous assistons au procès sur l'interdiction des 2 clubs. Il s'agit d'interdire une association. Et on peut se demander si les agissements d'un individu peuvent être imputés au groupe, à tous les membres du groupe, qu'ils aient pris part aux faits ou pas. Les délits liés aux stupéfiants ont abouti à l'exclusion des membres concernés. Le club s'est séparé des personnes qui avaient fait du trafic de drogue. Quant au meurtre, il est le résultat d'une bataille d'ego entre un membre des Hells Angels et un videur. Permettez-moi de prendre comme exemple l'affaire du viol avec circonstances aggravantes. C'est un acte tout à fait abominable, un crime véritablement abject et ignoble commis par un membre des Hells Angels. Question, qu'est-ce que les autres ont à voir là-dedans? Violer des femmes fait-il partie des activités du club? Autrement dit, les délits graves commis par des membres des Hells Angels ne peuvent pas être imputés à l'association s'ils n'ont pas de lien avec ces activités. Les accusations faites aux 2 clubs ne sont pas fondées.
Le viol et le meurtre sont des actes strictement individuels. Le viol n'a rien à voir avec les Hells Angels. Et le meurtre découlait d'une situation particulière. Les membres du club prennent-ils leur distance avec l'homme qui a commis ce viol épouvantable? Je ne peux pas répondre à cette question. Ce sont des éléments du dossier et il m'est difficile de vous en parler. Alors je reformule ma question. L'homme qui a commis le viol, fait-il encore partie du club? Il est encore membre du club. Comme je l'ai appris par M. Kartal, l'avocat des Hells Angels, il est en prison. Mais il fait toujours partie du club. Les autres membres lui rendent visite, le soutiennent. Il n'a pas été renvoyé. C'est une situation qui me pose problème. Moi aussi. Moi aussi, ça me pose problème de voir que le club reste soudé malgré tout. Ça me dérange. Mais je dois dire qu'il y a beaucoup de choses qui me dérangent chez les Hells Angels. Il y a toujours ce doute dont j'ai parlé au début. On ne sait jamais si c'est la vérité ou si on se trompe. On est un peu perdu parce qu'il s'agit des deux à la fois. Depuis que je m'intéresse aux Hells Angels, ce doute ne me quitte plus. Comment comprenez-vous cette contradiction? Je ne la comprends pas. En même temps, je sais que certains agissements ne sont pas tolérés chez les Hells Angels. Et que d'après leur règlement interne, les membres qui s'y livrent devraient être exclus. Mais ça n'arrive pas automatiquement. Et ce n'est pas le seul exemple. En ce qui concerne la drogue, notamment, ils disent « Chez nous, celui qui consomme et vend de la drogue est viré. » Mais l'exclusion n'est pas systématique. C'est un phénomène qu'on observe dans tout le pays. Comment et quand se prennent les décisions? Ça, faut demander à Lutz. Je ne permettrai jamais que quelqu'un qui a violé une femme reste dans notre club. Jamais. Cet homme a été condamné. Donc, pour la société, il a bien commis un viol. Oui, bon... Ça lui suffit peut-être à la société de considérer quelqu'un comme coupable. Mais pour moi et pour les autres membres du club, ça suffit pas. On se forge notre propre opinion. On cherche à découvrir la vérité par nous-mêmes. Et ce, pour une bonne raison. Dans le passé, beaucoup d'accusations contre nos membres se sont révélées par la suite sans fondement. Beaucoup. Le tribunal juge sur des preuves. Comment vous pouvez-vous juger si une accusation est valable ou pas? Sur des preuves, nos propres preuves. Quand je connais bien quelqu'un, et je suppose que je connais bien les membres du club, je sais s'il ment. Forcément. Et mes frères aussi. Personne ne peut se défiler quand on discute sérieusement, qu'on parle d'une accusation. On est bien plus apte à juger un membre de notre communauté, parce qu'on le connaît beaucoup mieux que ce tribunal qui a arbitré. Iriez-vous jusqu'à parler à la femme? Non. Je pense pas.
Michael Kartal m'informe que les 2 clubs de Francfort restent interdits. Lutz aimerait savoir quelles peuvent être les conséquences pour les autres clubs de Hells Angels en Allemagne. Cette interdiction n'est qu'un début. Ce qui est bien plus important, c'est de voir ce qui se passera après. Il peut même y avoir des conséquences sur la vie de chaque membre. Comment ça? Sur leur patrimoine? Absolument. Et sur leur patrimoine, comme je l'ai dit tout à l'heure. On essaiera de transférer les revenus des membres à leur club. Autrement dit, ils n'auront plus de patrimoine privé. Tous leurs biens seront au club et ne pourront être saisis. Donc on peut faire pression en interdisant le club et en privant chaque membre de ses moyens de subsistance. Exactement. Et ça, c'est possible avec la loi sur les associations. C'est la finalité de cette loi. Le jour même où le verdict tombe à Kassel, j'apprends qu'un premier club de Hells Angels s'est dissous de lui-même en Allemagne. Au cours des mois suivants, d'autres en feront autant. En ce moment, le club change énormément à cause de la situation qui règne en Allemagne. C'est obligé. Qu'un chapitre décide de se dissoudre, c'est son affaire. Et ils sont plusieurs à l'avoir fait cette année. Je dois accepter qu'ils fassent ce choix, qu'ils agissent comme ça, même si c'est dur. C'est la première fois qu'il y a des dissolutions? Ouais. J'ai pas le souvenir que ce soit déjà arrivé. Ça présente un grand avantage sur le plan juridique. Je ne peux pas saisir le patrimoine du club puisqu'il n'existe plus. Je ne peux pas saisir ses insignes puisqu'il n'est plus possible d'interdire le club. Une fois dissous, le chapitre conserve tout son attirail, ses locaux, ses emblèmes, mais officiellement, il n'a plus d'existence. Donc les autorités ne peuvent plus le dissoudre. On peut éviter une éventuelle interdiction de l'État en se dissolvant soi-même. Si je suis interdit, je ne peux plus vivre ma vie au sein du club. Idem si je me dissous moi-même. C'est définitivement terminé, ou en tout cas, c'est plus comme avant. Moi, je choisirais de me battre. Mais chacun sait ce qui est mieux pour lui. I'll send the prayer, a final last call. Will I stay here? A man of his word. Bien.
Je me demande bien où elle va le mettre, ce tatouage. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, c'est encore un tatouage. Mais tu ne sais pas quoi en penser. Non, ça m'emballe pas trop. Bon, je vais voir. Salut. C'est pas vrai. Pourquoi il y a ce drôle de canard à côté de papa? C'est une hirondelle, pas un canard. Pourquoi une hirondelle? Parce qu'elle en avait envie. T'aurais dû faire un vautour. Ou une canette de bière. Non, La bière de Stuttgart. un vautour. C'est un vautour ou quoi? Un aigle ou n'importe quoi, mais pas une hirondelle. Un aigle. Me fais pas rire. Oh là là. Bon, j'y vais. Ciao. À plus. Amusez-vous bien. À demain. On n'a qu'à mettre les bécas d'où tu veux. Et on pourra prendre le chariot avec la palette. Ok. Je te suis. On s'est préparé à l'opération. Et je voudrais savoir si tu es joignable au numéro de téléphone habituel. Oui, les autres aussi. Ned aussi est joignable sur son numéro. 24 heures sur 24. Super. Ça marche. On a aussi vos numéros. Et comme j'ai dit, on a tout prévu. On a envisagé toutes les hypothèses. On a fait en sorte que tout se passe sans problème. Alors pour moi, c'est bon. Tout est OK. Ça va être une belle fête. Je vous le souhaite. Je vous raccompagne. On y va. Sur ce, Où est Rainer? La voiture est là. Quelle est l'influence d'une personnalité comme Lutz Schellhorn sur le club de Stuttgart? Très forte. En tant qu'individu? Bien sûr. Mais ce n'est pas spécifique aux Hells Angels. Au travail, dans la vie privée, dans le sport. Partout, les dirigeants marquent leur organisation de leur empreinte. Vous connaissez le dicton. Le poisson commence à puer par la tête. Si ça cloche en haut, le reste ne peut pas marcher. Et si tout va bien en haut, le reste suit. C'est vrai. Il y a une hiérarchie. Ce n'est pas n'importe qui. Je voudrais profiter de l'occasion pour remercier mon club de ses 30 ans d'amitié profonde et de tout ce qui va avec. C'est une super équipe. Je voudrais aussi dire merci à tous ceux qui sont là, à tous les clubs qui sont venus. Je suis très heureux de voir qu'autant de gens nous sont fidèles depuis 30 ans, qu'ils continuent à venir et qu'ils ont fait tout ce trajet pour nous rendre visite. Bonne fête à tous, aux 30 prochaines années. Éclatez-vous. Merci. Like the eagles high, soar around the skies, draw circles closer and closer. Is it my fate, after all these years, where they dig their claws into my shoulder?
not set in stone. My great dream is wrong. Bien sûr, il a pris en photo les personnes qui lui sont chères, qui sont plus ou moins proches de lui. Donc il y a une sélection, c'est évident. Lutz ne connaît plus tous les membres du club. C'est devenu une structure tellement énorme que la plupart des gens ne se connaissent plus que superficiellement. Donc il ne peut pas répondre de chaque membre. You should have arrived at the place where you belong. Even when destiny calls. Je ne sais pas s'il a les mêmes doutes que nous, mais je crois que oui. Je ne vois pas cette évolution d'un très bon œil. Tout le monde le sait. Le club a grandi très vite. Enfin, pas seulement notre club, tout le milieu. Je pense que c'est symptomatique de notre époque. En Allemagne, il y a des régions où le fossé s'est vraiment creusé entre les riches et les pauvres. Il y a énormément de gens qui n'ont aucune perspective. Alors, quand on entend dire à longueur de journée qu'on gagne des millions chez les Hells Angels, ou chez les rockers, les bikers, on trouve ça génial et on pense il faut que j'y aille, je vais en faire partie. C'est logique. Seulement, à mon avis, ils vont tous se rendre compte très vite qu'ils ne sont pas à leur place. Ils ne pourront pas rester dans nos clubs parce qu'ils ne partagent pas nos valeurs. Ils n'ont pas notre idéologie. Un club est relativement difficile à contrôler. Si tant est que ce soit contrôlable. Il est mort d'une crise cardiaque en 2008. Et c'était un des fondateurs du chapitre des nomades allemands. Il est toujours parmi nous. Aujourd'hui, c'est son anniversaire et c'est pour ça qu'on est là. On forme tous une grande famille. Ce sont les enfants de Frank et sa femme. I didn't always travel much, I always was around. But in the end I had to go away. Who is there to separate the wicked from the wise? Who is this now lying where I lay? Time to play. It's time to pay. Time to pay. Time to pay. One day everything I want and everything I need will sit inside the back of my guitar. Feel
Dans un instant, les épisodes 3 et 4 de votre série Our Girl, Molly, une femme au combat. Vous aimez les morceaux de choix, les insolites, les raretés, les pépites? Vous êtes curieux? Il suffit de 3 clics. Arte Cinéma, magazine du cinéma, Europa Film Treasures. Explorez les trésors du cinéma européen. En 3 clics, partout, tout le temps, quand vous voudrez, des trésors centenaires de tous les coins d'Europe. Une collection grandissante et sans date de péremption. De nouveaux films toutes les semaines. Une seule adresse, Arte Cinéma. Sébastien Paoli est là. Vous pouvez nous dire de quoi on l'accuse? Vous êtes soupçonné de meurtre. L'accusé, Sébastien Paoli, est condamné à la prison à perpétuité pour meurtre. Sébastien est innocent. Comment tu peux en être sûr? Que sait-on vraiment de l'autre? Les gens portent parfois des masques, même pendant des années. Peut-être que je te connais, peut-être que je te connais pas. Perpétuité pour 2, demain à 20h55 sur Arte. Il y aura ça, mais aussi... Et encore. Et puis... Bref, il y aura 3 jours de musique en continu de vendredi midi à dimanche minuit. Il y aura Arte Concert Festival, morceaux choisis samedi à 23h30 sur Arte et en live et en replay sur concert.arte.tv. Attention, ce programme comporte des images d'un réalisme cru. Nous le déconseillons aux personnes sensibles et aux plus jeunes. Tu te prends pour qui? Une putain de princesse? Réveille-toi, t'es juste une petite garce ordinaire. Ça a l'air super, 100 livres par semaine pour que ma tête serve de cible d'entraînement. Montrez-nous ce que vous avez dans le ventre. Vous avez cru que j'étais enceinte? Je me suis engagée dans l'armée. 14 misérables petites semaines. C'est tout ce que j'ai pour faire de vous de vrais soldats. Alors, s'il vous plaît? Je vais pas me défiler si c'est ça votre question, caporal. Tu nous verras plus. Tu verras plus ta mère. Tu verras plus tes frères et sœurs. Voilà ce qui va se passer. Ça me va. Tu viendras à la cérémonie d'intégration, maman. Essaie de venir, s'il te plaît. Ça compte beaucoup pour moi. C'est la première impression qui compte, n'oubliez pas. Ne commencez pas à râler le premier jour. 6 mois d'entraînement à corps et après ce sera pour de vrai. T'es obligée d'aller là-bas. Maman, je veux aller là-bas.